Yo tout le monde, ici Juge tout seul et aujourd'hui nous allons faire une petite, plutôt longue, vidéo bilan sur toutes les séries télé de 2025 que j'ai vues en 2025. Donc toutes les séries télé que j'estimais importantes à regarder en cette année 2025, qui m'intéressaient ou que je trouvais beaucoup trop capitales pour que je ne puisse passer à côté. Donc il est possible qu'une grosse partie des séries que je vais développer dans ces vidéos-là vont constituer des vidéos autonomes à part dédiées à ces séries si je parle beaucoup, parce que c'est un peu ça la différence entre les films et les séries, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les séries télé très souvent, notamment les séries qui ont déjà plusieurs saisons, parce que il y a certaines de ces séries auxquelles je vais vous parler qui ont plusieurs saisons et je n'avais jamais parlé de ces séries auparavant, donc je serai obligé de faire une review globale de la série et non de la saison qui est sortie cette année. Donc à partir de là, sachez que la vidéo sera faite en plusieurs parties et donc je ne serai pas habillé de la même manière, je n'aurai pas la même dégaine au fil de cette vidéo parce que j'aurai tourné cette vidéo au fil de l'année 2025 tout simplement. Et ainsi, à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un classement de mes séries préférées de cette année. Donc tout cela prend également en compte les séries qui ont déjà eu des critiques, comme Andor par exemple, entre autres. Donc sans plus attendre, allons-y, parlons séries télé. Donc nous avions attendu très longtemps, je ne pouvais pas passer à côté, je n'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais il faut bien sûr que je parle de la saison 2 de Sévrance, et donc de Sévrance tout court parce que je n'ai jamais parlé de la saison 1. Donc nous allons faire une review globale de la série Sévrance. Donc réalisé en grande partie par Ben Stiller, qui manage une partie de la série. Sévrance qui est devenue la plus grande série de la plateforme Apple TV+, qui a fait énormément de sensations, notamment par son concept novateur, et surtout parce que l'attente entre la saison 1 et la saison 2 fut très longue. Pour le coup, 3 ans et demi entre les deux saisons. Heureusement que j'ai dû mater la saison 1 avec un an de retard, sinon j'aurais attendu autant que les autres, mais 3 ans et demi pour une série, c'est énorme, c'est une attente de film, et même pour un film à franchise, c'est souvent beaucoup 3 ans et demi. Tout ça pour dire que la deuxième saison a un budget qui est digne d'un blockbuster, ce qui me paraît très bizarre parce que les 3/4 de la série se déroulent en huis clos. Mais toujours est-il que Sévrance, pour moi, oui, c'est un banger absolu. C'est une des grandes séries de cette décennie, c'est une série qui, je l'espère, sur la durée, va devenir culte et va pouvoir savoir, en tout cas, s'arrêter au bon moment. Donc là on est en saison 2, et dès la saison 2, je trouve qu'en saison 2 on avance énormément sur les intrigues qui ont été posées, donc limite la saison 3 pourrait être la dernière à partir de là. Mais tout ça pour dire que Sévrance, je n'ai pas tous mes souvenirs de la série, surtout la saison 1 qui remonte de loin, la 2 c'est quand même plus récente, mais tout ça pour dire que Sévrance, oui, c'est une excellente série, avec un concept qui marche très bien, ce concept de scinder la vie privée, la vie personnelle des gens via une puce qui fait que notre mémoire est scindée en deux personnalités, la personnalité de notre vie privée et la personnalité de notre vie de travail, une personnalité qui ne connaît pas donc sa vie privée, qui ne sait pas quel est son vrai nom, quelle est sa vie, est-ce qu'il a une famille, etc., et qui n'a jamais vu le monde extérieur, afin d'optimiser le travail qu'il doit effectuer jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à que le fameux dossier que l'entreprise lui-même se veuille que ses employés complètes soient complets. Ces employés, entre guillemets, pourraient être amenés à être exécutés. Donc on est un peu sur une forme de travail à la chaîne et de critique surcapitaliste de Apple. C'est que c'est une série d'Apple TV, mais c'est une série qui critique beaucoup les conditions de travail qu'une entreprise comme Apple pourrait subvenir. C'est qu'on a un culte de la personnalité par rapport à l'entreprise de Egan, donc de Lumon, gérée par la famille Egan, et donc il y a tout un culte de la personnalité à la manière de ce qu'on pourrait voir avec Steve Jobs chez Apple sur le fondateur de cette entreprise qui est Keir Egan. Donc il y a cet aspect-là, et aussi le design de la série qui ressemble beaucoup à beaucoup de locaux. Il y a cette esthétique très blanc-noir épurée qu'on pourrait voir chez Apple. Donc une sorte d'esthétique moderne mais extrêmement sobre, trop sobre, qui fait qu'on est sur quelque chose d'assez impersonnel dans les visuels. Après, il y a des codes couleurs qui sont importants, le code couleur du confort dans le vert, qui est le code couleur du travail. Le fait qu'une fois que l'on quitte cette entreprise extrêmement blanc, etc., on est sur une ville qui est très bleuâtre, où il neige tout le temps, où il pleut, où il fait moche, avec en plus une photographie qui est absolument sublime. C'est une photographie du coup qui va toujours désaturer l'image. Quand il fera bleu, il fera beaucoup trop bleu dehors, par exemple. Et quand il fera blanc clair, il fera bien blanc clair, ce qui fait que les visuels de la série sont assez mémorables dans ce côté-là. Et puis il y a des codes couleurs qui vont devenir de plus en plus importants, notamment en saison 2, où on a le code couleur de l'amour et du rouge, qui va représenter cet amour qui sera capital en fin de saison 2. Donc il y a un véritable jeu de la photographie et des couleurs qui est assez fascinant dans cette série télé-là. Et la réalisation est également extrêmement maîtrisée. Il y a un côté très Fincher, très Kubrick, dans un sens,
assez, un peu comme 2001, il y a un côté assez 2001 dans le sens où on est sur une série qui se déroule sur énormément de couloirs, avec des environnements extrêmement géométriques, surtout de forme carrée, là où le rond pourrait symboliser quelque chose de plus artistique et quelque chose de plus libertin, le carré symbolise vraiment une forme de rigidité, qui fait que la mise en scène s'amuse à mettre en scène cette forme de rigidité. C'est qu'on peut avoir des plans zénithales du plafond de l'entreprise, de plein de chambres de bureaux différents, qui va créer des regroupements de carrés différents, comme si les personnages habitaient dans un puzzle vivant, par exemple. Donc la mise en scène est très intéressante de ce côté-là, parce qu'on est sur des séquences... On a énormément de séquences dans des couloirs, mais ces séquences sont très souvent millimétrées dans sa mise en scène, extrêmement cadrées, bien filmées, avec beaucoup de parallèles, de jeux de pointe de fuite, bien sûr, qui fait que les plans sont très beaux, très millimétrés, encore une fois. Ce qui crée un sentiment d'impersonnalisation que la série relève aussi dans sa mise en scène. Ce qui fait que quand on a des épisodes qui dénotent, notamment on a un épisode où on sort de l'entreprise, qui se déroule quasiment intégralement en montagne, et bien là, cette fois, on va adopter une mise en scène qui va beaucoup plus dans la caméra embarquée, dans un côté plus jeu vidéo. On va se déplacer avec les personnages dans un côté avec un aspect presque documentaire, qui va complètement dénoter de la mise en scène que la série nous propose habituellement. Ce qui fait que la mise en scène est très mémorable, surtout en saison 2. En saison 1, j'ai pas trop de souvenirs sur ce qu'on a pu avoir, mais en saison 2, il y a des mises en scène. Là, la séquence d'intro de la saison 2, on voit le protagoniste courir partout autour des couloirs, et tu as cette caméra numérique qui se balade de couloir en couloir, qui arrive à alterner de composition de plan à une autre composition de plan en un seul plan séquence numérique, qui est assez dingue. Et on a un épisode très nolanien, je trouve, qui n'est pas du tout linéaire dans sa mise en scène, qui pareil va user de techniques numériques et de techniques de mouvement de caméra, qui va faire qu'on va pouvoir se balader d'un endroit à un autre, un flashback à un autre, parce que l'un des grands épisodes de la dernière saison est un épisode non linéaire qui alterne plusieurs flashbacks de façon désordonnée, par exemple. Donc la mise en scène de la série est assez implacable, et je trouve démontre la qualité de production qu'on a des œuvres de Apple TV+, de manière générale, ce qui fait que c'est vraiment, en tout cas visuellement, est absolument formidable, sans compter le casting, bien sûr. Je ne connaissais pas Adam Scott avant cette série. Bon, après je l'ai vu dans Madame Web, donc une petite souffrance, bien sûr, mais Adam Scott est absolument formidable dans le rôle de Mark S, du coup, dans le sens où tous nos grands protagonistes principaux jouent deux personnages, du coup, parce que leurs mémoires sont scindées en deux parties, notamment la mémoire de Mark Scout, qui est le protagoniste de cette série, qui est donc le héros que l'on va suivre dans ces deux vies, entre guillemets, dans ces deux vies qui vont repérer l'une à l'autre qu'il y a quelque chose qui cloche dans leurs conditions. Et déjà Adam Scott a vraiment une faciès particulière qui fait qu'il est assez mémorable visuellement, ce qui fait qu'il a vraiment, je trouve, cette aura pour porter cette série. C'est qu'il a un peu il a ce côté mec normal, mais il a quand même une faciès particulière qui fait qu'on retient son personnage, sans compter son jeu. C'est que par exemple en saison 2 notamment, il y a une séquence où il va discuter avec son alter, donc je crois que c'est exter et inter qu'on les appelle, et on va mettre en scène cette discussion entre ces deux personnalités, comme si on était sur un champ contre champ classique de cinéma. Et je crois que cette séquence dure bien 20 minutes, c'est 20 minutes de discussion entre les deux personnalités. Et déjà, Adam Scott est formidable, il arrive parfaitement à scinder les deux personnalités que son personnage est censé incarner. Et en même temps, la mise en scène va essayer de se diversifier, c'est qu'on va jouer sur du champ contre champ, puis ensuite on va par exemple jouer avec des surimpositions d'images par image, par exemple aussi. Et puis ensuite on va par exemple tourner, il va parler avec sa caméra, donc par exemple on va faire des transitions avec le caméscope qu'il utilise pour discuter avec son inter et son exter. Donc il y a des idées de mise en scène absolument partout. Et la mise en scène est magnifique, et le casting, donc notamment d'Adam Scott, est très réussi. Et nous avons aussi l'actrice Britt Lower qui joue donc Ellie, qui sera le personnage féminin principal, qui fait partie de ces fameux employés, qui elle va avoir une très belle révélation en fin de saison 1, qui va nous révéler quel est en vérité son Dexter, qui va faire que l'actrice va beaucoup s'amuser à intervertir son interprétation des deux personnalités, et parfois même à nous piéger sur quelle personnalité elle pourrait jouer. C'est un peu l'une des intrigues qu'on a en saison 2, c'est ce côté, est-ce que nos personnages principaux sont si différents de leurs exters, en fait? Ou au final, peut-être il y a des enjeux thématiques extrêmement intéressants avec cette série, c'est que tous les personnages qui travaillent dans cette série ont tous des problèmes dans leur vie personnelle, et au final les personnalités qui se créent dans la vie interne du travail reflètent les moments de leur vie où ils étaient heureux et épanouis, avant d'avoir peut-être vécu une terrible tragédie, par exemple. Et du coup, il y a toute une étude super passionnante sur le cerveau de nos personnages et sur les hémisphères qui sont mis en pause et qui sont réactivés selon leurs conditions de vie, en fait, qui fait qu'en final, est-ce que ces individus sont deux personnalités différentes,
ou est-ce que ce ne sont qu'une seule qu'on pourrait peut-être unir via un certain procédé. Et avec le personnage de Ellie, c'est un peu un doute qu'on en remet en cause parce qu'elle joue vraiment un personnage qui est opposé à sa version inter, ce qui va créer des retournements assez intéressants sur l'interprétation de l'actrice qui est totalement méritée par rapport à son Emmy Award qu'elle a pu remporter. J'ai été aussi très très content de voir John Turturro, qui parle de John Turturro, je l'avais dit dans ma critique de The Batman. Pour moi, John Turturro, c'est le mec de Transformers. Moi, je savais pas que John Turturro, c'était un vrai acteur, genre. Et en fait, si, c'est un vrai acteur. Le mec, il a joué pour les frères Cohen, il a joué dans The Batman, bien sûr. Et j'ai été très content de le voir en tant que l'un des protagonistes de cette série, dans le rôle de Irving. Un personnage très très touchant, un personnage qui est un peu plus créatif que les autres, dans un personnage qui est plus âgé, donc il y a une forme de sagesse qui émane en lui. Il y a une forme de créativité de la part de son personnage qui le relie à son extérieur, qui fait qu'au final, peut-être que l'art peut survivre à la transition d'une personnalité à d'une autre et intervenir dans le monde du travail également. Ce qui veut dire qu'il y a possiblement des hémisphères des zones du cerveau qui représentent notre créativité, qui ne sont pas forcément éteintes par le procédé de la sévrance qui va donc séparer les personnalités. Ce qui fait qu'avec Irving, on a vraiment ce côté, on a vraiment une forme de lyrisme dans ses œuvres artistiques et dans la romance qu'il va avoir, parce il va avoir une romance avec le formidable Christopher Walken, encore une fois un excellent casting, un grand acteur, immense acteur bien sûr, qui est très touchante, une romance très très touchante donc entre les deux personnages qui sont deux figures âgées qui ne connaissent pas leur vie extérieure, mais qui par une simple connexion ne vont pas vouloir se faire être séparés, alors qu'au final ils sont destinés à être séparés au final tous les jours par la scission de leur mémoire. Cela va créer un attache très particulier au personnage d'Irving qui va avoir un épisode absolument fondamental en saison 2 qui a marqué beaucoup des téléspectateurs qui ont vu Sévrance, qui m'a beaucoup marqué. Cet épisode-là J'étais en kiff devant cet épisode-là, j'étais vas-y Irving, la guerre des moustaches. Et franchement, c'est clairement l'un des personnages coup de cœur de cette série. Et il y a aussi l'acteur Zach Sherry qui n'était qu'un acteur secondaire, il avait fait des petits rôles par exemple dans Spider-Man Homecoming par exemple, qui joue dans cette série, qui joue donc le mec un peu cool, un peu funny donc de ce groupe d'employés. Et lui, c'est un personnage qui va être remis en question également comme tous les autres, bien sûr, parce qu'il aime son travail et il veut pas quitter son travail. Et au final, il se rend compte que peut-être en dehors de son travail, il y a peut-être des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est qu'ils n'ont jamais vu le ciel, ils n'ont jamais vu la vie, ils n'ont jamais vu des villes. Ils sont enfermés entre quatre murs. Et donc, il y a cette forme de curiosité qui va surtout émaner de lui, qui a peut-être un côté un peu plus enfantin, un peu plus ado, qui le rend plus imprévisible dans ses actions. Et j'ai beaucoup aimé son arc en saison 2, parce qu'en fait, il y a un arc en saison 2. En fait, en saison 2, beaucoup de nos employés... Il va falloir que je spoil de toute façon. Donc... Et j'ai beaucoup aimé son arc en saison 2 que j'ai évoqué en spoiler. Et je pense que mon personnage préféré, mon acteur préféré dans cette série, c'est Tramel Tillman en Milchick. J'adore ce personnage, il est formidable. Charisme incroyable, moustache incroyable. Une vibe très années 60, années 70 avec son costard cravate, sa petite moustache, sa coupe afro, qui le rend tellement intemporel dans cet univers-là et qui à la fois, il correspond parfaitement au style presque rétro-futuriste que cet univers nous représente. Et Milchick, c'est un personnage qui... à la fois au départ peut nous symboliser un vrai côté positif, un côté très 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 relaxant dans son charisme, dans son sourire, dans sa tonalité très accueillante. Mais le personnage reste le supérieur des inters. Et donc c'est un personnage qui a aussi une position d'antagoniste, ce qui va faire que derrière cette façade de mec agréable, il y a un mec, c'est un salarié comme un autre en fait. C'est que oui, c'est un personnage qui est au-dessus de nos protagonistes, mais lui aussi a une hiérarchie. Ce qui fait que c'est un personnage qui en même temps peut être détestable, parce que c'est un personnage qui va péter des plombs, qui va essayer d'entraver l'objectif de nos héros, mais qui en même temps, lui aussi, surtout en saison 2, il est aussi, là, cet arc-là qui est très intéressant en saison 2. De toute façon, l'arc de la saison 2, c'est nous montrer qu'absolument tous nos protagonistes sont écrasés par une hiérarchie. Il y a aussi ça qui est intéressant en saison 2. Et Milchick aussi, ce qui fait qu'on va se prendre à s'attacher quand même au personnage de Milchick et à comprendre son personnage dans un sens. Ce qui fait que c'est assez fou de dire qu'on regarde une série sur un mec qui sort du travail et qui rentre de son travail tous les jours, et on dirait pas parce qu'il y a tellement de tension qui est créée par la mise en scène et par l'interprétation absolument extraordinaire des acteurs qui fait qu'on est à fond dedans. Et aussi mention spéciale à Patricia Arquette, donc actrice iconique de Lost Highway par exemple, qui joue la patronne du coup de la zone donc des Severed, donc des gens qui ont subi la sévrance, qui elle aussi a une forme de froideur dans son jeu qui la rend très détestable au début, mais qui peut la rendre aussi très imprévisible, notamment en saison 2, où elle va avoir un rôle plus ambigu et un épisode dédié qui, je l'avoue, n'est pas le meilleur épisode de la saison 2, mais la mise en scène, l'acting fait que
cet épisode reste important et reste divertissant malgré tout. Ce qui fait que, au final, c'est un épisode qui reste important et qui nous montre que peut-être que l'entreprise Lumon, c'est pas l'entreprise la plus honnête qu'on pourrait avoir. C'est que cette entreprise pourrait voler des idées, pourrait s'emparer des idées de ses salariés et les faire taire jusqu'à la fin de leur carrière de vie, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y en a la famille Egan qui est constamment iconisée sans qu'on puisse les voir nécessairement, ou par des statuettes, par des tableaux, par des mannequins, etc. Ce qui crée un côté très creepy, très mortuaire dans l'ambiance de la série qui montre qu'on est un peu dans une forme de zone fantôme dans cet univers-là qui est assez fascinant, encore une fois. Et à partir de là, j'aimerais aussi faire un gros big up au générique, que ce soit le générique de la saison 1 et le générique de la saison 2, qui ne sont pas du tout les mêmes génériques, mais qui sont deux formidables génériques qui retranscrivent de façon complètement visuelle les métaphores que la série nous raconte sur l'âme humaine, sur le cerveau, et sur la manipulation de l'âme que l'entreprise fait subir à nos héros. Et franchement, le générique est magnifique, sans oublier bien sûr la bande-son absolument extraordinaire de Théodore Shapiro, la musique en piano est extrêmement mémorable, si simple, si efficace, et pourtant j'ai rarement ressenti une ambiance aussi singulière dans une série de télé. Ce qui fait que Sévrance, c'est un banger, tout simplement. Donc je peux pas vous en dire plus, dans le sens où je trouve la série est quand même très contemplative dans son rythme, c'est une série qui prend quand même beaucoup son temps, c'est que la forme est très très belle, mais le fond est très intéressant, mais le scénario, la narration peut aller très très lentement dans son déroulé. Mais n'empêche que même dans cette narration-là, parce qu'à la saison 2, en vérité, la saison 2, en la regardant une fois par semaine, j'ai pu la trouver lente de certaines façons. Mais l'ambiance et la mise en scène fait que je me lasse pas de cet univers-là. C'est un univers qui est vraiment fascinant, qui fait que le côté contemplatif fait partie de Sévrance, et que même quand on a l'impression que ça n'avance pas, et au final ça avance énormément, et c'est ça qui est super passionnant avec cette série. Et donc peut-être que vous pouvez vous ennuyer au début, mais en vérité ça prendra totalement sur vous, je l'espère. Et puis de toute façon, dans saison 1, vous avez l'un des plus grands twists de l'histoire des séries télé, où vous vous dites putain, il faut que je mate la saison 2. Et cette fois-ci, vous pourrez mater la saison 2. Qui a aussi un twist, mais je trouve que la saison 2 déjà a une narration qui est beaucoup plus close, là où la saison 1 terminait vraiment en cliffhanger bien hard. Donc voilà, donc je pense que je vais passer en partie spoiler sans plus attendre, mais pour moi c'est vraiment, ça va être l'une des grandes séries de cette période, et je ne savais pas que Ben Stiller pouvait faire des choses pareilles. Pour moi, Ben Stiller c'était juste un comédien qui faisait des vannes, et le mec il nous pond ça, il réalise la moitié des épisodes, bon, malheureusement il ne sera pas là en saison 3, mais encore une fois, incroyable. Et il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont été très très bons notamment. Donc spoiler, qu'est-ce que je peux dire à part ça ? J'aime beaucoup le fait que dans cette série, du coup, tous les personnages subissent une hiérarchie en fait. C'est que le personnage de Helena, je crois, de Helena Egan, subit la hiérarchie du coup de son père qui la déteste, et qui presque son père du coup préfère la personnalité de sa version interne, qui déteste les Egan, que sa propre fille. Du coup, c'est un personnage qui est détestable dans le sens où elle va manipuler la fibre amoureuse de Mark, pour qu'il puisse tomber amoureux d'elle, et en même temps tu comprends presque ce personnage qui ne vit pas d'amour à cause de son père qui est un connard en fait. Et donc elle va essayer de transmettre cet amour qu'elle n'a jamais eu, mais que son inter, elle, a, alors que c'est elle qui a la pire vie, c'est pas elle qui est riche, son inter c'est celle qui est enfermée dans une entreprise tous les jours, et bien elle va réussir à trouver l'amour de Mark, et elle va jalouser son inter, essayer de voler l'amour de son inter. Et donc c'est là que t'as cette scène où les deux vont s'embrasser, et tu te rends compte que ce n'est pas la vraie Hélène, ce n'est pas Ellie, mais c'est Hélène. Et personnellement je pense qu'on a beaucoup d'entre nous avions vu venir le twist, parce que c'était déjà l'un des grands twists majeurs de fin de saison 1, qu'elle était en vérité la fille de Egan. Mais du coup, c'était un twist qui était très intéressant parce qu'on avait des séquences de discussion entre les deux externes, entre Helena et Mark, qui étaient assez intéressants. Les deux sont pas conscients de qui ils sont dans un sens. Et en parallèle de ça, tu avais cet épisode absolument formidable sur Irving, qui était le personnage qui doutait de tout parce que son inter a peint les différents couloirs de l'entreprise, je crois de l'entreprise, des couloirs noirs, que lui a pu reproduire psychologiquement les dessinant sur son carnet, ce qui fait que lui connaît des codes et connaît des choses et connaît des éléments, notamment le fameux tableau où il va cacher un mot pour du coup le personnage de Zach Cherry du coup, qui fait que ce personnage-là est extrêmement intéressant, le personnage d'Irving qui va enquêter tout le long de la saison et qui va donc se sacrifier sa propre vie, sacrifier sa personnalité pour sauver Ellie. Et donc ça c'était une séquence qui était extrêmement forte, cette séquence où durant tout l'épisode, tout le monde doutait de lui, tout le monde se foutait un peu de lui, qui était en doute, etc. Qui cassait complètement la mise en scène habituelle de la série parce qu'on n'était plus dans les couloirs, donc maintenant on avait une mise en scène qui était beaucoup plus flexible. Et j'avais adoré cette séquence où il va plonger Ellie pour réveiller la vraie Ellie, et t'as tout le monde qui le gueule dessus, et t'as la confrontation des moustaches avec lui face à Milchick, qui était extrêmement mémorable, et ce personnage-là était très touchant. Et il y avait du coup son enquête de l'autre côté du miroir sur Terre, on va dire,
où il va découvrir que Christopher Walken était en vérité un fixeur pour Lumon, donc un fixeur qui a probablement fait tuer des gens. Et j'ai bien aimé ce twist sur Christopher Walken, Christopher Walken justement était un peintre artiste dans le monde extérieur qui a été renvoyé parce qu'il commençait à savoir trop de choses. Et Lumon va faire croire qu'il a été envoyé pour qu'il puisse prendre une belle retraite, alors que non au final. J'ai bien aimé cette personnalité de Christopher Walken, qui est un personnage qui se déteste et qui a accepté d'effectuer le procédé de la sévence parce qu'il déteste son vrai lui et il veut essayer de plus ou moins de redémarrer sa vie d'une nouvelle façon, tout en ne sachant pas quelle était sa précédente vie de connard entre guillemets. Donc je trouve que la relation qu'il y a entre Turturro et Walken est très fascinante dans cet aspect artistique, romantique. Et dans cette envie d'en savoir plus ou de ne pas en savoir plus par rapport à leur vie passée. Et en plus, cette relation était très intéressante, notamment avec l'acteur John Noble, qui était aussi là, très grand acteur également, qui créait également des séquences assez perturbantes dans cette saison 2 aussi. Et j'ai trouvé le personnage de Dylan très intéressant parce que ce qui est fascinant avec le début de saison 2, c'est que la saison 2 démarre avec un Mark qui va se retrouver avec une toute nouvelle équipe de salariés avec lui. Et une équipe très très bizarre, c'est qu'il y a un style très très... Je trouve qu'il y a un côté très très lynchien dans le physique des acteurs, dans la personnalité qu'on retranscrit et dans le burlesque qui est reproduit par le fait, par exemple, qu'on a une gamine qui va manager le groupe en saison 2. Une gamine, c'est presque inhumain d'avoir une gamine de même pas 10 ans qui est managée dans une telle entreprise et qui est aussi manipulée. Donc il y avait aussi cette intrigue-là qui était intéressante et qui faisait un parallèle avec le fait que le personnage de Patricia Arquette, donc de Cobell, a aussi vécu cette initiation-là avant de devenir la grande patronne de Lumon, l'une des grandes patronnes, qui va ensuite être renvoyée par Lumon pour ce qu'elle a pu faire. Donc par le biais de Patricia Arquette à cette gamine, on arrive à repérer toute l'injustice qui est causée par Lumon, ce qui est aussi très fascinant également. Et ce qui était intéressant avec ce début de saison 2, c'est que du coup, Mark va rejeter cette équipe-là, et on va retrouver la bonne vieille équipe qui ne devait pas revenir. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant une section, on va découvrir que maintenant que cette équipe-là avait été virée durant ce laps de temps, on se rend compte que sans la sévence et sans le Lumon, ils savent rien faire en fait. C'est que Dylan, il sait rien faire, il essaye de choper un job durant toute cette série. En plus, le patron avec qui il fait un entretien lui ressemble, donc ce qui pourrait représenter un peu ce que lui pourrait devenir dans une autre vie un peu. Il y a aussi ce côté-là qui est intéressant, des réincarnations quelque part, qu'on a aussi dans l'épisode des Neiges. C'est que dans l'épisode des Neiges, on repère qu'il y a des espèces de clones morts de tout le groupe, qui sont des espèces de poupées un peu creepy qu'on voit au loin et qui semblent être faits en CGI, qui représente cette espèce de forme de réincarnation où nos personnages sont en vérité des marionnettes qui sont manipulées. Il y avait aussi un plan qui était super intéressant où on découvre qu'en fait les gens qui se chargent des puces de chaque membre de la sévence se ressemblent physiquement aux employés de la sévence, ce qui montre que tout est une histoire de clonage, de reproduction, de réincarnation via divers pans de la réalité qui est assez fascinant. Et oui, je me rappelle, il y avait ce petit vieux qui était très particulier, il y avait cette petite gamine, et je crois qu'il y avait un côté très très Twin Peaks, un peu le côté chambre rouge de Twin Peaks, dans ces personnages extrêmement particuliers, dans ces couloirs interminables et très étranges qu'on nous représente, et dans cette forme de déification que l'on a dans tout cet univers. Et c'était très intéressant du coup de voir Dylan galérer à trouver un boulot, et voir qu'en fait il sait rien faire d'autre, et qu'il est juste obligé de revenir à Lumon pour trouver un job, parce qu'il sait littéralement rien faire en fait, parce que le mec qui fait tout le boulot, c'est Dylan, c'est sa personnalité dans la sévence, c'est pas lui en fait, lui il est nul. Et il y avait cette intrigue passionnante sur le fait qu'il soit jaloux de lui-même, parce que du coup on va accorder le droit de visite de la femme de Dylan à l'inter de Dylan qui ne connaît pas sa vie extérieure et qui va donc rencontrer sa femme et en tomber éperdument amoureux, ce qui va être mis en contraste avec le fait que le vrai Dylan externe, lui en a marre de ses gosses, en a marre de sa femme, il en a marre de la vie, c'est un daron un peu cliché, beaucoup moins aimant. Donc cet arc-là était extrêmement intéressant de la part de Dylan, du coup, qui va à un moment donné, sa femme va devoir le quitter et il va réfléchir au suicide à un moment donné, mais il va quand même éviter d'abandonner ses amis et il va du coup confronter Milchick à la fin de la saison 2. Et Milchick aussi a une intrigue passionnante parce que dans cette saison, il va remplacer du coup Cobell en tant que leader du district de la Sévrance. Et malgré tout, il n'est pas forcément respecté par ses supérieurs, c'est qu'il a probablement le district le plus important dans les plans de Lumon, mais il ne sera pas respecté. Déjà parce qu'il est noir, c'est qu'il y a une forme de racisation qui est extrêmement froid et rigide, qui nous est surtout montré en saison 2, où tu as Milchick qui se voit offrir un tableau de Lumon, mais c'est un tableau de Egan, où Egan est noir, alors qu'Egan n'était pas noir. Donc on essaie de simuler une forme de racisme positif envers lui, que lui en vérité prend mal, c'est qu'il a une collègue qui est noire, qui semble bien le prendre,
et qui semble être complètement endoctriné, mais lui, on voit que lui, il va être beaucoup plus respecté que ça, il sent qu'il est ridiculisé en fait. Et c'est ça qui mène notamment à la fameuse séquence du Eat Shit, Mr. Drummond, où là il va s'imposer, il va arrêter de créer de longues tirades pour exprimer ses sentiments, et pour exprimer ce qu'il veut exprimer, il faut qu'il soit direct et beaucoup plus à l'attaque dans cet aspect-là. Ce qui a rendu le personnage extrêmement intéressant, c'était extrêmement drôle, ces dossiers avec des polices assez capillotractées, qui montrent à quel point il parle beaucoup et à quel point on le critique. Et il est censé vivre une sorte d'entretien qui est censé critiquer ses défauts et tout le monde lui dit d'être excité pour ça, donc il y a tout un paradoxe qui est très particulier sur ça aussi, mais Milchick c'est un personnage absolument fascinant. Surtout qu'à côté de cette froideur, à côté le mec il va te faire des danses, il va célébrer des choses, il va célébrer il va célébrer la fermeture du dossier que Marc a pu finaliser en fin de saison 2 avec des danses, etc., avec des tambours partout, c'est un délire. Et en plus, je me rappelle de ce plan, ils avaient tous des plaquettes entre les mains, ils ont tous levé leurs plaquettes par le haut, et tu avais un plan en zénital qui montrait que toutes les plaquettes réunies formaient le visage de Mark Scout, ce qui ne sert à rien parce qu'il n'y a que le spectateur qui peut voir ça. Les personnages, eux, ne peuvent pas le voir, donc il y a des choses, la série est très très barrée dans ce côté-là. Puis j'adore le côté barré dans le sens où t'avais une séquence avec Keanu Reeves qui faisait la voix de Lumon, il faisait la voix du building de Lumon qui était très drôle, il y avait une séquence en mode Muppets aussi, et t'as plein d'éléments extrêmement barrés comme cette télé dans la neige qui est positionnée au milieu de nulle part. Donc le style de cette série est vraiment fascinant. Et on a déjà évoqué du coup la romance entre Mark et Ellie qui est très touchante parce qu'en fait il y a ce côté, ce sont des adultes. Mais ce sont des personnalités qui n'ont jamais vécu l'amour, donc qui se comportent comme des enfants. Donc il y a un côté enfantin dans leur relation qui les rend très innocents et très touchants. Et c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est qu'au plus à côté de ça, tu as Mark Scout, du coup le vrai, qui poussé par sa sœur, poussé par sa vie, qui semble pas très intéressante, parce qu'il y a son beau-frère qui est un mec qui écrit des bouquins, qui pareil parle un peu d'endoctrinement également, et qu'il aimerait faire vendre à Lumon. Ben c'est aussi un personnage qui a une vie un peu osef, qui est dépressif depuis la mort de sa femme, et c'est pour ça qu'il a accepté le procédé de la sévrance, mais qui au fil du temps va découvrir que sa femme n'est pas morte, parce qu'on a eu le fameux twist où du coup tu as bien sûr toutes les versions inter qui vont rendre visite au monde extérieur en fin de saison 1, qui va faire en sorte qu'ils ont tous eu un aperçu du monde extérieur et qui va les rendre compromettants pour Lumon, ce qui est assez intéressant. Et Mark, du coup, durant toute la saison 2, va essayer d'enquêter pour essayer de savoir si sa femme est vivante et essayer de faire évader sa femme. Et du coup, tu as toute cette intrigue qui est super intéressante sur le fait qu'ils veulent faire évader sa femme avec son inter. Mais le truc, c'est que son inter, lui, n'est pas amoureux de sa femme, mais amoureux de Ellie. Du coup, cette saison 2, c'est vraiment une saison sur l'amour. Et c'est ça qui est très intéressant sur ce qui est développé. Et écoute, tu as cette confrontation qui est assez fascinante avec Cobell qui va essayer de les aider avec son épisode où on découvre qu'en fait c'est elle qui a créé le procédé de la sévrance et pourtant on a complètement anéanti toute la zone où elle a grandi. Ses amis d'enfance ont une vie de merde, tout le monde a une vie de merde et elle c'est un peu la privilégiée qui a aussi été dégagée. Donc on arrive à presque s'attacher un minima à ce personnage-là qui était assez détestable par ailleurs dans la série. Et on a bien sûr le personnage de Miss Casey du coup, donc de Gemma, donc la femme du coup de Mark Scout, jouée par une actrice que j'aime bien qui jouait dans Agents of Shield notamment, et dans Altered Carbon il me semble. Elle joue dans plein de trucs, cette actrice. Mais du coup tu as cette intrigue super intéressante où on découvre que du coup Miss Casey c'est la femme de Mark, et donc tu as cet épisode absolument formidable, réalisé par Jessica Lee Gagné, donc tout est dans le nom, parce qu'elle a gagné un Emmy Award pour cet épisode-là. Mais cet épisode-là, qui m'a beaucoup rappelé Christopher Nolan, avec ce côté on a complètement joué avec la narration, tous les flashbacks vont être racontés de manière complètement non linéaire. Et en parallèle de ça, on va aussi mettre les expérimentations de façon non linéaire dans la narration, que va subir toutes les personnalités de Gemma en fait. C'est que Gemma en fait va subir des expériences absolument cruelles, où en gros je crois je ne sais plus combien de personnalités elle a, je crois qu'elle en a une quinzaine à peu près de personnalités, et par exemple elle a une personnalité qui va tout le long de son existence vivre des simulations de crash d'avion par exemple, ou une personnalité qui toute sa vie va vivre Noël, et donc elle va subir ça. En plus t'as un méchant docteur pas gentil qui va tomber amoureux d'elle et qui va l'exploiter de façon extrêmement creepy et détestable par rapport à ça. D'ailleurs, acteur qui a une vraie gueule bien creepy, qui est très charismatique, et du coup c'est un personnage qui est très touchant parce qu'elle subit. C'est vraiment le monstre de Frankenstein, de Lumon, et on l'a fait souffrir durant toutes ces années. Et du coup toi, tu veux juste qu'elle soit sauvée par Mark, et à la fin, Mark va la sauver, mais va accepter de vivre sa vie avec Ellie, de courir avec Ellie à la fin, avec bien sûr le clignotant rouge des lumières qui symbolise l'amour.
et je crois les premières traces de violence de la série quand il va tuer Monsieur Drummond aussi. Donc Monsieur Drummond qui était un sacré connard aussi. Et on a aussi le père Egan qui est un méchant très très creepy, qui est très très bizarre. Et lui aussi, on verra ce qu'ils vont réserver à ce personnage par la suite. Il y a aussi l'actrice de Game of Thrones, là, Gwendoline Christie, qui jouait tout un arc avec des chèvres qui était très particulier aussi. Donc ça aussi c'était assez intéressant. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur Sévrance, mais thématiquement c'est super passionnant. Et puis vous pourrez regarder des centaines de vidéos analyses qu'il y a sur YouTube, parce que bien sûr il y a plein d'indices de partout, que ce soit des indices symboliques sur la psychologie, sur la mythologie également. Il y a plein de symboles de partout sur l'univers de Sévrance qui est parsemé un peu partout dans tous les épisodes de la série, ce qui est encore plus fascinant à regarder une deuxième fois. Et franchement, encore comme la saison 1, je sais pas du tout où est-ce qu'ils vont aller en saison 3, mais j'espère qu'ils vont nous réserver une saison formidable. Et peut-être la dernière saison, parce que je trouve que là, on a quand même beaucoup avancé. Là, c'est que tu as Gemma qui est libre, tu as John Turturro qui est hors champ, qui a quitté la ville à la fin, et que Christopher Walken aussi qui est plus ou moins parti aussi. Tu as tous les personnages qui sont au courant de tous les secrets de tout le monde. Donc la saison 3 risque d'être très mouvementée, je pense, et j'espère qu'ils vont savoir quand s'arrêter en termes de saison, parce que c'est vraiment pas le type de série où il faut faire trop de saisons. C'est que là on a eu beaucoup de réponses à nos éléments de questions, et donc j'attends de voir où est-ce que ça va nous mener. C'est qu'il y a toutes ces théories sur le fait que le but de la séquence c'est peut-être de ressusciter le Kirigan dans le corps d'un de ses ancêtres ou de l'un des employés. C'est qu'on serait peut-être sur une tentative c'est que peut-être on essaie d'expérimenter le cerveau de l'humain pour voir si on peut l'expérimenter également sur des conditions de mort, pour voir si on peut peut-être ressusciter Kirigan. Donc il y a tout cet aspect qui est fascinant et qui pourra être encore plus fascinant en saison 3 selon ce qu'ils vont développer. Donc voilà pour mon avis sur Sévrance. Voilà, je pense que j'en ferai une vidéo séparée parce que j'ai beaucoup parlé.